Ils l'ont condamné sans hésiter, sans preuve solide, et surtout sans savoir à qui ils avaient affaire. Ce matin-là, la salle d'audience du comté de Fairmoor, en Géorgie, était glaciale malgré la chaleur de juillet dehors. Les murs en marbre renvoyaient l'écho d'un marteau qui venait de s'abattre comme une gifle. Sèche, brutale, presque théâtrale, le juge Bradford Callahan, un homme au visage taillé dans la colère et les privilèges héréditaires, fixait une femme noire debout, seule au banc des accusés. Son nom, Nadège Marlowe. Elle ne tremblait pas, elle ne pliait pas, elle le regardait droit dans les yeux, et ça le rendait fou. « Vous pensez vraiment que votre voix a de l'importance ici ?» gronda-t-il, son ton suintant le mépris. Dans ma salle, aucune réponse, juste son regard, stable, intense, brûlant d'un feu silencieux. Le jury, 12 visages pâles, impassibles, comme sculptés dans la cire. Le greffier, mécanique. Le procureur, déjà prêt à célébrer. Et le public, muet, mais tendu comme une corde. Nadège Marlowe n'était pas une accusée comme les autres. Mais à ce moment-là, personne ne le savait. Officiellement, elle était une simple citoyenne arrêtée pour outrage à agent et perturbation d'ordre public. Une histoire montée de toutes pièces après qu'elle ait dénoncé les agissements d'un élu local corrompu. Mais ce que le juge ignorait, c'est qu'il venait de déclarer coupable la future présidente de la Cour suprême des États-Unis. Mais avant d'aller là, faut que je vous raconte d'où elle vient. Nadège est née dans le quartier de Pin Hill, un de ces coins oubliés de la Louisiane où les sirènes chantent plus souvent que les berceuses. Sa mère était couturière. Son père, porté disparu depuis ses 4 ans. À 12 ans, elle a vu son grand frère emmené par des flics, tabassé derrière un entrepôt sans jamais revenir. À 14 ans, elle savait déjà que la justice n'était pas pour les gens comme elle. Et à 16 ans, elle s'est engagée dans l'armée. Pas pour échapper au quartier, non, elle voulait comprendre le système, le disséquer, le démanteler si besoin. Et elle l'a fait à la dure. Entraînement militaire intensif à Fort Benning. Douleur, sueur, blessure, nuit sans sommeil. Ses camarades la surnommaient Machine Marlowe, pas parce qu'elle était sans émotion, mais parce qu'elle ne s'arrêtait jamais. Mission en Afghanistan, en Somalie, en Irak. Elle a vu la mort de près, plus d'une fois. Mais ce n'est pas ça qui l'a forgée. Ce qui l'a vraiment forgé, c'est ce colonel blanc, en 2011, qui lui a dit un jour « Tu veux grimper, tu ferais mieux de sourire davantage ». Elle l'a regardé dans les yeux, a salué froidement et a demandé sa mutation directe au renseignement militaire. 2 ans plus tard, c'est elle qui signait sa lettre de rétrogradation. Elle a appris le droit le soir, en cachette, entre 2 opérations classifiées. A décroché son diplôme de droit avec les honneurs, puis elle a disparu du radar pendant 3 ans, infiltrée dans les sphères judiciaires les plus pourries du pays, récoltant preuves, témoignages, schémas de corruption. Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée ce matin-là, accusée à tort, humiliée en public, condamnée par un juge raciste qui pensait être intouchable. Mais elle savait. Elle savait que cette mascarade n'était que le début, et quand le marteau a frappé pour la 2e fois, déclarant coupable, et qu'on l'a menottée sous les yeux d'un public figé, elle n'a pas bronché. Pas un mot, pas un soupir, juste un regard, brûlant, lourd de promesses. Le juge Callahan croyait avoir gagné, mais il n'avait fait que déclencher l'ouragan. 3 semaines plus tard, le juge Callahan entra dans son bureau, le palan, fatigué par une audience matinale, du moins c'est ce qu'il croyait. La lumière tamisée filtrait à travers les stores, les murs couverts de diplômes qu'il n'avait jamais réellement mérités. Mais ce matin-là, il y avait quelqu'un d'autre assis dans son fauteuil. Nadège Marlowe, pas en tenue d'accusée, pas menottée, pas vaincue. Elle portait un tailleur noir impeccable, badge fédéral autour du cou et un regard qui coupait plus fort qu'un scalpel. « Vous n'auriez jamais dû me sous-estimer », dit-elle calmement en posant une clé USB sur son bureau. Callahan pâlit, ses doigts tremblant légèrement. « C'est quoi ça ?» cracha-t-il. « Chaque dossier que vous avez manipulé, chaque arrangement sous la table, chaque vie brisée pour servir vos ambitions, et croyez-moi, j'ai les signatures. » À ce moment-là, l'air est devenu irrespirable. On aurait pu entendre une goutte de sueur tomber sur le parquet ciré. Ce qui suivit fut un séisme. Le FBI perquisitionna son domicile. La presse s'empara de l'affaire. CNN, MSNBC, même Fox News, chacun avec sa version. Certains criaient à la vengeance, d'autres à la renaissance judiciaire. Le procureur général convoqua une conférence de presse d'urgence. Le maire de Fairmoor, embarrassé jusqu'à la moelle, déclara que des réformes internes seraient immédiatement mises en œuvre. Mais le plus bouleversant fut la réaction de la communauté.
Des centaines de personnes, tous âges confondus, descendirent dans les rues avec des pancartes marquées « Elle s'est tenue droite pour nous tous ». Des anciens condamnés par Callahan partagèrent leurs histoires à la télévision, des familles éclatées, des verdicts bâclés, des enfances volées. Et puis il y avait Thomas Jefferson, un policier local, père de 2 enfants, qui avait reconnu Nadège le jour de son arrestation. Il avait su qu'elle n'était pas une simple citoyenne. Mais il n'avait rien dit, pas par peur, mais parce qu'il espérait qu'elle avait un plan. Il avait raison. Mais quand il a témoigné publiquement en sa faveur, révélant des consignes internes pour faire taire certains dossiers sensibles, il a reçu des menaces. Un avertissement dans sa boîte aux lettres, un clou planté dans les pneus de sa voiture. Le chef de la police, embarrassé, l'a mis en congé administratif. Nadège l'a appelé ce soir-là. « Je suis désolé, dit-elle. « Tu rigoles ?» répondit Thomas. « C'est un honneur. » Mais pendant que la presse célébrait Nadège comme une héroïne, la réalité était moins brillante dans l'ombre. Elle recevait des lettres de soutien, oui, mais aussi des insultes raciales, des menaces, des appels anonymes à 3 heures du matin. Certains la voyaient comme une sauveuse, d'autres comme une destructrice du système. Elle était invitée sur tous les plateaux, MSNBC, NPR, même un late show. Mais à chaque fois, elle sentait les questions derrière les sourires. « Avez-vous fait ça pour vous venger? Est-ce que vous avez manipulé le système aussi? Êtes-vous sûr d'avoir choisi la bonne méthode ?» Et puis il y a eu ce soir-là. Assise dans sa cuisine, à 2 heures du matin, le visage éclairé par l'écran de son ordinateur, elle regardait une vidéo d'un adolescent noir en larmes, expliquant comment sa condamnation venait d'être annulée grâce à elle. Et pourtant, une question la rongeait. Fallait-il aller plus loin? Elle avait le choix. Publier les preuves et faire tomber tout le réseau, juges, avocats, policiers, hommes politiques, ou faire profil bas, protéger ceux qui l'avaient aidé, éviter un chaos institutionnel. Le dilemme la hantait. Thomas lui avait dit un jour « On ne guérit pas un système avec une hache ». Mais son grand frère, celui qu'on avait battu à mort, il lui disait encore dans ses cauchemars « Il ne mérite tout pas ta paix ». Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tenu une conférence de presse. Devant les caméras, les micros, les flashs, la salle était bondée. Elle a sorti la clé USB, la même, et elle l'a posée sur le pupitre. « Ce que vous voyez là, dit-elle, c'est la vérité. Une vérité lourde et douloureuse, mais nécessaire. » Elle n'a pas cité de nom, pas ce jour-là. Elle a dit « Je ne suis pas là pour brûler ce système. Je suis là pour qu'il arrête de brûler les autres. » Et là, les larmes ont coulé, pas sur son visage, mais dans la salle. Le lendemain, Callahan fut officiellement destitué puis inculpé. 37 anciens dossiers furent réexaminés. Et Nadège, elle devint la première femme noire nommée présidente de la Cour suprême. Mais son quotidien, lui, était bien moins solennel. Des interviews qui n'en finissaient Dieu plus, des rencontres avec des victimes, des dossiers classés qu'elle rouvrait une nuit sur 2, des regards dans la rue, admiratifs, curieux, parfois hostiles, et une solitude, froide, collée à la peau. Parfois, elle se demandait si elle aurait dû tout balancer, tout faire exploser. Mais chaque fois qu'elle hésitait, elle pensait à cette petite fille de bâton rouge qu'elle avait été. Et elle se disait « Le changement durable commence par les pas les plus douloureux ». Un mois plus tard, dans une scène presque irréelle, elle retourna dans l'ancienne salle du tribunal de Fermour. Vide, silence absolu, elle s'assit là, seule, là où Callahan avait régné. Elle posa la main sur la rambarde en bois, ferma les yeux et sourit doucement. Et puis, elle s'est levée, a quitté la pièce, sans se retourner. Maintenant, à vous. Pensez-vous qu'elle aurait dû tout révéler? Ou a-t-elle eu raison de protéger le fragile équilibre? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, partagez-la. Parce que parfois, la vérité ne suffit pas. Il faut du courage pour l'écouter.